Donc bonsoir et bienvenue à la soirée climat qui est organisée par le collectif Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud. Donc je suis Audrey Leclerc, tête de la liste qui a été présentée pour les élections consulaires, donc par notre collectif. Donc les élections consulaires, en fait, ça se déroule actuellement. Il y a le vote électronique qui a été ouvert aujourd'hui et qui se terminera, donc qui se clôturera ce mercredi. Et puis, il y a le vote à l'urne qui sera donc le dimanche 30 mai pour l'Allemagne, bien sûr. Voilà. Donc, deux petits mots sur notre collectif. Donc, nous sommes un collectif avec donc des militants associatifs. Donc, il y a des personnes qui sont au BUND, par exemple. Donc, c'est l'équivalent des Amis de la Terre. Des personnes qui sont engagées aussi dans la fresque du climat, des personnes aussi qui sont engagées dans les Solavis, c'est l'équivalent des AMAP en Allemagne, aussi des personnes qui sont dans des associations de parents d'élèves, voilà. On a aussi des militants politiques avec nous, donc des personnes qui sont engagées donc, chez nos amis les Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, des personnes engagées chez ELV, bien entendu des personnes à génération. Et puis, on a aussi des personnes qui sont engagées dans le quotidien pour l'écologie et la solidarité. Et donc, nous avons la chance en fait de compter dans notre collectif des personnes qui ont des profils très intéressants. Donc, ce soir, nous sommes donc avec Gaëlle Duranton, qui est archéologue de terrain au Baden-Württemberg et donc qui est cinquième sur la liste que nous présentons à ces élections consulaires et qui milite donc à Génération. Et donc, chère Gaëlle, bonsoir, tu habites à Stuttgart. Exactement, j'habite à Stuttgart. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et bonsoir à toutes sur Facebook ou sur le Zoom. Voilà, cette soirée qui est organisée par le collectif Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud, c'est une soirée qu'on a voulu avec une thématique climat. Et donc, souvent, on va dire que beaucoup de personnes parlent d'écologie. Et en ce moment, c'est un gros sujet, c'est un sujet extrêmement important. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se revendiquent de l'écologie, notamment des partis politiques, des listes pour certains votes. Et malheureusement, l'écologie, c'est quelque chose qui est plus compliqué que juste un mot sur une affiche. L'écologie, c'est un grand mot qui a plusieurs disciplines. Et ce soir, on a décidé de vous parler d'une discipline de l'écologie qui s'appelle la paléoclimatologie. Et c'est une discipline qui est assez méconnue, c'est l'archéologie du climat. Et pour cela, nous avons invité Jean-Philippe Baudouin, qui est climatologue, paléoclimatologue, et qui va nous expliquer un petit peu son travail, d'abord dans une première partie, et puis après, si vous avez des questions, notamment donc, pendant tout le long du live, n'oubliez pas de poser vos questions. Je reprends juste la parole pour donc dire qu'effectivement la soirée va être divisée en deux temps. Donc, on va avoir un premier temps avec une courte présentation, donc comme vient de le dire Gaëlle, donc de Jean-Philippe. Et puis, vous aurez la possibilité d'échanger avec nous, donc de poser questions sur ce qui aura été présenté. Et puis aussi, éventuellement, si vous avez des questions plus précises sur les élections consulaires, n'hésitez pas à poser vos questions directement à la suite de cela. Donc, on a par contre un outil, donc c'est hyper important, c'est l'outil questions-réponses. Donc, pour les personnes qui sont directement connectées à la réunion, en fait, c'est en bas sur le menu, vous avez Q, questions et réponses, donc Q et R. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil parce que ça va nous faciliter la tâche. On va pouvoir répondre à toutes les questions, être bien organisé. Sinon, après, vous avez aussi la possibilité d'interagir sur le chat. Mais bon, c'est vrai que pour nous, on va peut-être pas forcément pouvoir tout voir. Donc, par avance, utilisez cet outil parce que sinon, on va peut-être louper des questions.
Voilà. Et pour les personnes qui sont sur Facebook, je répète, du coup, n'hésitez pas à venir directement dans la réunion avec nous sur Zoom pour poser vos questions directement, parce qu'on ne sera pas sur, la page Facebook forcément pour, récupérer toutes les questions. Voilà, donc du coup, bah, je vais peut-être, redonner la parole, à Gaëlle ou directement à Jean-Philippe, je ne sais pas. En tout cas, donc du coup, je te dis bonsoir, Jean-Philippe également et je vous laisse, présenter ça alors. Voilà, Merci à bon, vous. du coup, merci Audrey. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va aborder ce soir une discipline de l'écologie qui s'appelle la paléoclimatologie. Et pour ça, on a Jean-Philippe qui est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, alors je suis, donc ce qu'on l'a dit, climatologue à l'université d'Heidelberg, donc je suis chercheur là-bas depuis maintenant un an et demi. Et je peux vous raconter un petit peu mon parcours si vous voulez. J'ai une petite présentation là-dessus. Alors, à l'origine, je suis de Paris, c'est là-bas que j'ai grandi, mais je suis assez rapidement après le bac parti à Toulouse, vers Météo France, parce que c'est là à Toulouse que se situe le siège de Météo France, et en particulier son école, l'École nationale de la météorologie. Et j'ai donc commencé là-bas ma formation en tant que météorologue. Mais au cours de cette formation, finalement, j'ai commencé à me spécialiser dans le climat. À Toulouse, on trouve de nombreux laboratoires qui traitent du climat. Là, vous avez quelques petits exemples de logos. Et donc, du coup, en commençant par une formation de météorologue, j'ai après basculé vers quelque chose plus climatologie. Et à travers d'autres expériences, comme par exemple à Marseille, dans un bureau d'études qui traite les questions de climatologie et de changement climatique dans les territoires, puis après à l'étranger, à Barcelone, à Montréal, je continuais cette spécialisation. Et enfin, il y a quelques années, j'ai commencé une thèse à l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, où j'ai commencé à traiter ces questions de paléoclimat, donc le climat passé. Une thèse que j'ai soutenue il y a à peine un an, que j'ai donc réussi, et maintenant je suis à l'Université d'Heidelberg, où je suis vraiment en plein dans ces questions de paléoclimatologie. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette fameuse paléoclimatologie? Ben oui, paléoclimatologie, alors on appellerait ça, pour te faire plaisir, puisque tu es archéologue, l'archéologie du climat. Parce que finalement, c'est assez similaire. Il y a beaucoup de similarités entre le paléoclimatologue et l'archéologue. Un archéologue va chercher des traces sous la surface d'anciennes sociétés, essayer de comprendre comment elles marchent et puis essayer de comprendre, de voir si ça a un intérêt pour nous, nos sociétés présentes. Et ben, le paléoclimatologue fait pareil, mais pour le climat, c'est-à-dire qu'on va chercher sous la surface des traces de ces climats passés. On va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont changé, et ensuite, on va essayer d'appliquer ça au climat actuel et au changement climatique actuel. Et donc là, j'ai fait un petit point en quatre questions qu'on va un peu voir au long de cette présentation. D'abord, y a-t-il eu des changements climatiques passés? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis si oui, finalement, combien? Et puis quelle était l'intensité de ces changements climatiques passés? Pourquoi? Évidemment, à l'époque, ce n'était pas des causes humaines comme maintenant, c'était des causes naturelles, mais quelles causes naturelles? Et puis, quels impacts sur l'environnement, la faune, la flore, et puis aussi sur les sociétés humaines avant notre époque, finalement. D'accord. Alors, parle-nous un peu de comment tu envisages en fait la paléoclimatologie. Qu'est-ce que tu fais exactement? Et oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est effectivement, là, je posais quelques questions, mais qu'est-ce qu'on fait finalement en pratique? Alors, ici, j'ai mis quelques exemples de choses qu'on fait au sein de mon groupe, du groupe STACI, groupe de recherche à Heidelberg. Et ce qui est vraiment intéressant, de même, je fais encore le parallèle avec l'archéologie, c'est que la paléoclimatologie, c'est une science transdisciplinaire. On étudie beaucoup de choses. Au sein d'un même groupe de recherche, on fait des choses très différentes.
Donc là, il y a quelques petites images, mais je vais y revenir progressivement. Alors, d'abord, il y a des prélèvements sur le terrain. On fait des prélèvements sur le terrain. Là, vous avez deux exemples. C'était ma chef qui était partie en Antarctique. Elle est creusée dans la neige, dans la glace, pour aller faire des prélèvements et des relevés. Un autre exemple, par exemple, c'est partir dans des grottes. On est très intéressé par les stalagmites parce que les stalagmites enregistrent les fluctuations passées du climat. Ensuite, une deuxième étape, c'est faire des mesures. On a besoin de données finalement pour essayer d'évaluer tous ces climats passés. Une fois qu'on a ces données, on a des traitements à faire, des traitements statistiques, parce qu'il s'agit de comparer les données les unes avec les autres, d'essayer de comprendre les changements aussi au cours du temps, tels qu'on les voit dans les données. Et une dernière étape, après, une fois qu'on a essayé de comprendre un peu comment fonctionnaient ces données, c'est d'essayer de faire des hypothèses, des théories, de mettre au point des théories pour comprendre les variations du climat qu'on va avoir observé dans ces relevés. Et en particulier, faire des modèles informatiques, parfois très complexes. Ce sont les mêmes modèles finalement qu'on utilise pour la prévision du temps ou pour les projections climatiques, mais appliqués là au passé. L'objectif de ces modélisations, de ces simulations, c'est d'essayer de valider nos théories, donc les théories de changement climatique passé, avec évidemment dans l'idée, mais que se passe-t-il maintenant? Du coup, est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes théories pour le futur? Donc voilà, une science vraiment transdisciplinaire, c'est un point important. D'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement, voilà, donc de ce fameux, alors on a bien compris que les changements climatiques, ça, c'est aussi, on va dire que c'est sur une période aussi longue que la Terre elle-même, mais nous, est-ce qu'on pourrait se concentrer donc sur les derniers 20 000 ans? Qu'est-ce qui s'est passé sur le climat dans les derniers 20 000 ans? Donc là, effectivement, je vous propose une petite courbe d'anomalie de température qui est représentative de l'Allemagne du Sud, puisque voilà, c'est l'objet de notre conférence. Alors, 20 000 ans, d'abord, il faut un peu mettre les choses en perspective, parce que tout le monde ne voit pas forcément à quoi ça correspond. Mais moi, avant que je fasse du paléoclimat, 20 000 ans, c'était quoi? C'était les pyramides, ou est-ce que c'était le début des hommes? Non. Alors, donc 20 000 ans, donc un peu avant l'an zéro, donc on avait le fameux Jules César, hein, évidemment, on le connaît bien. Vers moins 2500, c'était les pyramides, donc l'Égypte ancienne, la construction des pyramides, c'était cette époque-là. Vers moins 5000, c'est l'invention de la roue. Un peu après, moins 10 000, c'est le début de l'agriculture, la domestication du blé, par exemple. Et puis, moins 15 000, ce sont les grottes de Lascaux, les peintures rupestres des grottes de Lascaux. Donc, on voit qu'en 20 000 ans, on a quand même beaucoup de choses différentes en termes, en tout cas, de société humaine. On fait vraiment de grandes différences. Et donc ensuite, quand on regarde un peu plus dans le détail ces changements de température, donc là, bon, on voit il y a une variation entre le moins 20 000 ans maintenant, moins 5 degrés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'environnement? C'est la question. Bah alors, moins 5 degrés, il y a 20 000 ans, dans le sud de l'Allemagne de façon générale, c'était un peu comme le Groenland à notre époque, c'est-à-dire que Berlin, ça se situait à la limite de la glace, voire était sous la glace. Le reste de l'Allemagne du Nord, c'était vraiment des grandes plaines un peu arides, vraiment froides. Et puis l'Allemagne du Sud, c'était plutôt ce qu'on appelle la steppe à mammouth, c'est-à-dire un peu plus de végétation, quelques petits pins de ci, de là, et puis surtout, évidemment, ces animaux iconiques de la période donc dite glaciaire, c'est-à-dire les mammouths et puis les rhinocéros laineux. Oui, Gaël? Alors oui, je vois sur ton graphique qu'il y a un moment où, en fait, où la ligne va très haut. Ça correspond à quoi exactement? Alors, on voit effectivement qu'il y a un peu de variabilité. Mais d'abord, je vais en reparler dans la slide suivante. Effectivement, c'est un point important. Mais là, ce que je voulais montrer, c'était que entre moins 20 000 ans et puis maintenant, donc maintenant, je vous ai mis une petite photo d'arbres qui représentent le climat actuel, bon, sans évidemment les interactions humaines, on voit qu'on a une augmentation d'à peu près 5 degrés en 10 000 ans. Mais ce qu'effectivement tu viens de noter, c'est que ces 5 degrés d'augmentation, ils ne sont pas forcément constants. Il y a en fait beaucoup de variations qui se sont passées à ce moment-là, et des variations parfois brutales.
Et ce sont ces variations-là que l'on peut comparer au changement climatique actuel. Donc là, j'ai rajouté des petites courbes sur le côté tout à droite. Donc en noir, ça représente à peu près le réchauffement actuel, plus 1, plus 2 degrés, par rapport à ce climat d'ores et déjà chaud que l'on connaît depuis quelques milliers d'années. Et en orange, c'est un scénario dit scénario médian, donc pour la fin du siècle, plus 2 degrés en supplémentaire. Et le scénario en rouge, ce serait le scénario haut, ce serait plus 4, plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. On pourra parler un peu plus tard des scénarios, mais ici, ce qui est important de voir, c'est que le réchauffement actuel est déjà, en termes de rapidité, assez similaire à ce pic que l'on voit ici. C'est déjà un changement brutal, mais que par contre, les scénarios futurs, les projections climatiques qu'on a, ce serait un réchauffement qui serait inédit par rapport à ce qu'on a connu ces derniers milliers d'années. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait donc que le climat va varier comme ça? Qu'est-ce qui fait varier le climat? Alors, en paléoclimatologie, il y a vraiment 3 choses qui vont nous intéresser pour comprendre ces 5 degrés d'amplitude thermique entre la période glaciaire et la période actuelle, cette déglaciation. Il y a déjà les gaz à effet de serre, le CO2, le méthane. On en parle beaucoup à l'heure actuelle. Ce sont les gaz qui sont responsables du réchauffement climatique. Et à l'époque, ils étaient déjà importants. Alors, ce n'étaient pas les déclencheurs du changement climatique. Il n'y avait pas d'hommes pour émettre des gaz à effet de serre, mais ils font partie de l'explication de l'augmentation de température. C'est-à-dire qu'ils, naturellement, ils évoluent et on observe une augmentation de température, une augmentation de concentration dans le gaz à effet de serre qui permet d'expliquer ces 5 degrés d'augmentation. Et puis, un deuxième point qui nous intéresse beaucoup en tant que paléoclimatologue quand on regarde les périodes glaciaires, c'est les calottes glaciaires. Alors, que sont les calottes glaciaires? Ce sont ces gigantesques étendues de glace sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, comme on trouve au Groenland, comme on trouve en Antarctique. Et il y en avait encore d'autres plus importantes à la période glaciaire sur le Canada et l'Europe du Nord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comprendre comment ces gaz à effet de serre, ces calottes glaciaires ont évolué. Et surtout que ça va continuer à évoluer dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature va continuer à faire évoluer ses paramètres, les calottes glaciaires, donc en Antarctique, au Groenland, et puis le gaz à effet de serre, de façon supplémentaire au réchauffement anthropique, et même peut répondre à ce réchauffement anthropique et l'accélérer. Alors, je vais vous donner 3 petits exemples rapides. On sait que le CO2, on sait d'abord que l'océan stocke du CO2 à peu près 60 fois plus que dans l'atmosphère, et de petites variations de CO2 dans l'océan a de grands impacts sur l'atmosphère et la concentration de CO2 dedans, et donc de gros impacts sur la température. Et on sait que pendant la période glaciaire, il y a eu des changements de température de l'océan, des changements de circulation qui ont conduit à l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Et toute la question est de savoir comment est-ce que l'océan va réagir dans ces prochaines années. Est-ce qu'on a un réchauffement, ce qui va impacter le CO2. On sait par exemple qu'à l'heure actuelle, l'océan récupère 25% de nos émissions, et on pense qu'avec un océan qui se réchauffe, moins de CO2 va pouvoir être capté par l'océan. Et donc, plus de CO2 que nous émettons va arriver dans l'atmosphère. Et puis, on parle de changement de circulation également qui pourrait avoir lieu. Oui, alors on a une première question de Caroline Zimmermann qui demande bonsoir, comment est composé l'indice anomalie de température? Ah oui, c'est effectivement une bonne question. Alors là, ce sont des modèles, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est une simulation informatique qu'on a utilisée pour faire le graphique. Donc, ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qu'on pense être représentatif, ou en tout cas pas trop éloigné de la réalité. Et en l'occurrence, l'anomalie, ici, je l'ai comparée par rapport à la moyenne, j'ai dû marquer quelque part, c'était à la période précédente ici, c'est la moyenne entre 1000 et 1850 à peu près, qui correspond à une période où il y avait assez peu d'impact de l'homme. Et donc, on fait la moyenne sur cette période-là, et puis après, on compare effectivement à combien correspond la période donnée. Donc comme ça, on obtient des valeurs de -5, parfois -10 degrés d'anomalie. Voilà, si ça répond bien à la question. Je vais peut-être poser une deuxième question Vas-y. qui vient d'arriver sur le Q&A. C'est Avi qui nous dit « Bonsoir, pourquoi le brusque changement s'est inversé en environ -5000, moins de CO2 après l'augmentation de température ?» Ah oui, en fait, là, ça part dans les questions de détails. C'est des bonnes questions. Peut-être qu'on peut y répondre quand tu auras fini ta présentation, sinon je laisse… Oui, alors pour dire les choses rapidement quand même, c'est que
on sait qu'il y a eu des fortes variations. En l'occurrence, celle-là, elle a été un petit peu. C'est un modèle, donc on met des éléments dans le modèle qui permettent de faire ces variations, en fait, des changements de CO2, du méthane, par exemple. Et là, en l'occurrence, on a mis des choses dedans, parce qu'on sait qu'il y a une variation, mais on ne sait pas forcément si bien l'expliquer que ça, en fait, dans la réalité. Donc, c'est une question, en fait, assez intéressante. On sait qu'il y a eu, et d'ailleurs, puisque ça connecte bien avec ce que je disais à l'instant, je parlais de l'océan, c'est a priori directement lié à ce qui se passait dans l'océan et des variations de courants océaniques dans l'océan Atlantique, en fait. On sait que ça a eu un impact. De combien, c'est toute la question. Si on continue maintenant sur un deuxième gaz à effet de serre, c'est le méthane. C'est un résultat très récent qu'on a dans mon projet de recherche. Alors, le méthane, on entend beaucoup parler, on parle du paix des vaches, par exemple. On sait que l'activité biologique des ruminants a un impact, émet beaucoup de CO2, de méthane, je voulais dire. Et donc, l'élevage a un impact assez important sur le réchauffement climatique. Mais l'activité microbiologique est aussi importante. Certaines bactéries émettent du méthane de façon tout à fait naturelle, donc. Et cette activité est directement liée à la température. C'est-à-dire que plus la température augmente, plus ces bactéries sont actives et émettent du méthane. Ce qui fait que quand on réchauffe, nous en tant qu'humains, avec nos activités, quand on réchauffe le climat, ces bactéries vont aussi répondre à cela et émettre plus de méthane. Un méthane qui n'est donc pas d'origine anthropique, mais qui est d'origine naturelle, mais qui répond à notre propre réchauffement. Et ce n'est pas pris en compte pour l'instant dans les projections, mais ça pourrait augmenter de 25 à 50% les projections d'anomalies de température. Donc, ça peut être quelque chose d'assez important. Et évidemment, pour l'instant, ce n'est pas tellement pris en compte. Ensuite, un troisième point, je parlais des calottes glaciaires. Et là, j'ai envie de vous parler de ces questions de points de bascule et de seuil, d'effet de seuil. Il faut voir que les calottes glaciaires, ce sont des gros glaciers, mais ça ne marche pas tout à fait pareil que les glaciers. Parce que les glaciers, elles sont des glaciers de nos montagnes, ils sont accrochés aux montagnes. Et quand il fait chaud, la partie les plus basses fondent. Et puis, quand ça se refroidit, le glacier s'étend plus bas en altitude. Et le problème, c'est que ces calottes glaciaires ne peuvent pas faire ça parce qu'elles sont posées sur la surface. Et donc, si ça se met à fondre, ça commence à perdre en altitude. Ces altitudes les plus hautes se retrouvent en contact avec de l'air qui est plus chaud, ce qui accélère la fonte. Et à une même température, sans que la température change, si elle est suffisamment élevée, l'ensemble de la calotte risque de fondre. Et quand on parle, là j'ai l'exemple du Groenland. De Groenland, les glaces sur le Groenland, c'est 10 mètres d'augmentation du niveau de la mer. Et plus 10 mètres, ce serait, pour l'Allemagne, ce serait Hambourg sous les eaux. Pour la France, ce serait Dunkerque. Ce serait des villes comme Rouen, Nantes, Bordeaux qui seraient en partie sous les eaux. À Venise, ville millénaire, on ferait plutôt de la plongée sous-marine. À New York, ce serait plutôt la nouvelle Venise, avec de la plongée sous-marine dans le métro, si on voulait. Mais donc, ce serait quelque chose qu'on ne pourrait pas. On perdrait la capacité de l'annuler, en fait. À partir du moment où ça fond, c'est fini. Et c'est pour ça qu'on parle de point de bascule. Et on perdrait du coup notre capacité à y répondre. Et il faut voir que ce n'est pas forcément des choses qui vont se passer extrêmement brutalement, ce n'est pas une affaire de jours ou d'années, ni même probablement de décennies, mais en quelques centaines d'années, on pourrait avoir des impacts très importants sur le niveau de la mer et avec des conséquences tout à fait dramatiques. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous apprennent exactement ces climats passés? Qu'est-ce que ça nous apprend un peu aussi sur notre futur, du coup? On peut se poser la question de l'impact du climat sur les sociétés humaines passées. Puisque on est vraiment dans ce questionnement-là actuellement. Et là, j'ai envie de vous prendre comme exemple les résultats de la thèse que j'ai faite en Grande-Bretagne, où je faisais partie d'un projet qui s'intéressait à la civilisation de l'Indus. Et donc là, je vous ai mis une petite vue. Donc l'Indus, c'est une rivière qui prend source dans le plateau tibétain et qui coule en majorité au Pakistan. Et cette civilisation, c'est la première civilisation urbaine de la région.
Elle est contemporaine d'autres civilisations telles que l'Égypte. Pour se faire plaisir, Gaël, c'est entre l'Ancien et le Moyen Empire. C'est On est, après la première période intermédiaire, à peu près voilà, le règne des Sésostris du début. très bien, je ne saurais contredire. Euh, et puis, on est aussi contemporain du royaume d'Akkad en Mésopotamie et de sa chute. Et puis, enfin, vers la fin de la période de civilisation de l'Indus, on a la première civilisation urbaine en Chine, la dynastie Shang. Alors, en termes de date, ça correspond à peu près à moins 2000. Donc, là, je vous ai mis un petit dessin sur la courbe que je représentais tout à l'heure. C'est donc la période de climat chaud et relativement stable qu'on a connue depuis quelques milliers d'années. Donc, essayons de caractériser un peu cette civilisation de l'Indus. Là, je vous ai mis une photo, une qui représente un site très célèbre de l'Indus qui s'appelle Mohenjo-daro, qui se trouve au Pakistan, donc juste à côté de la rivière Indus. Ici, une autre vue dessinée d'une autre ville qui s'appelle Harappa, qui est aussi le deuxième nom de la civilisation d'Harappa, sur lequel on voit qu'il y avait des sortes de murailles et puis des systèmes de canalisation d'eau, donc assez avancés. On est sur des techniques au niveau des poteries et des bijoux caractéristiques de l'âge du bronze, et des décors qui sont vraiment spécifiques à l'Indus et à la civilisation de l'Indus. Autre chose importante dans la civilisation, c'est le commerce et le transport. On sait qu'ils voyageaient par bateau. On a la rivière Indus, qui est quand même une sorte de colonne vertébrale de la civilisation. On a aussi des exemples de charrettes qui étaient utilisées pour des transports. Et puis, pour vraiment preuve du commerce, on a ces sortes de petits cailloux qui sont en fait des systèmes de mesure pour quantifier le poids des choses avec lesquelles on commerçait. Et puis la dernière chose qui est vraiment très, très typique de la civilisation de l'Indus, ce sont ces sortes de sceaux avec des petites représentations animales et des symboles ici qu'on ne sait pas déchiffrer à l'heure actuelle. Et ce serait quelque chose d'assez important dans le commerce, justement, pour peut-être comme monnaie d'échange, mais peut-être même plus pour prouver son identité. Quand on est commerçant et que l'on vend des choses, c'est important de prouver que l'origine de nos matériaux, par exemple. Oui, on a à peu près la même chose en Égypte à la même époque, des sceaux de marchands qui sont retrouvés sur des amphores assez régulièrement avec des animaux comme ça. Et effectivement, quelque chose de bien important pour la civilisation. Alors pourquoi je vous en parle finalement, quel est le lien avec toutes les histoires de paléoclimat, c'est que cette civilisation, elle a disparu, on parle de chute de la civilisation de l'Indus, en à peu près moins 1900. Et donc quand je dis chute, ça veut dire que ces villes dont je vous parlais ont été abandonnées, ces pratiques spécifiques, ces décors spécifiques au niveau des poteries et des bijoux sont changés, sont transformés. Ces sceaux ici dont on parlait ont été abandonnés. Et toute la question, c'est pourquoi? Que s'est-il passé? Et on pense que un changement climatique a été la cause, ou en tout cas une des causes, de la disparition de ces changements radicaux au niveau de la civilisation. Donc là, je vais aller un peu plus dans le détail de ce que j'ai fait dans ma thèse et vous parler un peu de la météorologie, j'ai envie de dire, ou le climat en tout cas de cette zone de l'Indus qu'on retrouve ici. Alors, on est vraiment situé juste à côté de l'Inde et de la même façon que le reste du sous-continent, la région est affectée en été par des pluies de mousson, en particulier les parties nord et sud. Mais contrairement au reste de l'Inde, la partie nord de l'Indus reçoit également des précipitations, c'est-à-dire des pluies et puis de la neige en altitude en hiver. Donc on a 2 saisons de pluie dans la partie nord. Et la société, déjà de l'époque et jusqu'à nos jours, est adaptée à ce système de saison, ce qui leur permet de semer 2 fois dans l'année et donc de faire 2 récoltes. En hiver, il s'agit de cultiver du blé et puis en été, c'est plutôt du riz. Donc une société adaptée. Et c'est vraiment important pour les capacités d'adaptation à des changements climatiques aussi, puisque imaginons qu'il n'y ait pas suffisamment de pluie en été, ce n'est pas si grave parce que s'il y a de la pluie en hiver, on va pouvoir avoir du blé. Et puis, s'il n'y a pas assez de pluie en hiver et qu'on n'a pas assez de blé, on a juste à attendre que quelques mois avant d'avoir du riz.
contrairement au reste de la région, où s'il n'y a pas de pluie, c'est pendant un an qu'on va avoir des problèmes d'approvisionnement. Donc finalement, elle semble si adaptée à son climat, que s'est-il passé? Alors ce qu'on réussit à montrer en étudiant les enregistrements climatiques, c'est qu'il y avait une forte variabilité du climat à l'époque. C'est-à-dire que des fois, il y avait beaucoup de pluie, des fois, il y avait beaucoup moins de pluie, et ce, sur des périodes d'une année sur l'autre, et puis sur des périodes d'une dizaine d'années. Et c'est assez difficile de s'adapter à ce genre de conditions. Et en plus de ça, on a montré qu'il y avait des sécheresses combinées, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois en hiver, des sécheresses à la fois en hiver et en été, en même temps. Donc, il n'y avait plus du tout cet effet de compensation qu'on pouvait avoir à d'autres moments. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes pour les gens qui vivaient là-bas sur place. Et du coup, les zones qui étaient les plus vulnérables, donc cette zone centrale ici, ces deux villes, Buen Velivara et Mohenjo-Daro, ce sont des endroits qui recevaient le moins de précipitations, le moins de pluie. Et donc, c'était les endroits les plus vulnérables. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on ajoute finalement des aléas climatiques à une vulnérabilité, eh bien, finalement, c'est des migrations. Ces zones-là n'étaient plus vivables, ou en tout cas pas avec autant de population. Et les populations ont dû bouger. Et on retrouve effectivement une augmentation du nombre de sites archéologiques après l'abandon de ces villes dans les parties nord et les parties sud où on a le plus où on avait le plus de pluie en fait. Mais le problème c'est que ça a complètement déstructuré la civilisation, ça sort d'une certaine façon un peu coupé en deux, et c'est ce qu'il y a justement, c'est ce qu'on voit dans les traces archéologiques, une disparition de tout ce qui faisait l'identité de la civilisation de l'Indus. Et donc, on peut conclure peut-être sur qu'est-ce que le paléoclimat nous apporte pour les questions actuelles. D'abord, que le changement climatique actuel est brutal, va devenir inédit. Quand on compare ça à ce qui se passait dans le passé, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui est en train de se passer. Ensuite, on peut voir que des mécanismes naturels peuvent rendre le réchauffement qu'on cause, nous, avec nos activités humaines, le réchauffement anthropique, donc ces mécanismes naturels peuvent le rendre incontrôlable. Pas forcément à l'échelle de ces prochaines dizaines d'années, mais des prochaines centaines d'années. Et ce qui est vraiment important, c'est que ce qu'on fait maintenant, ce qu'on va faire maintenant dans ces prochaines dizaines d'années, va avoir un impact sur les décennies et les siècles qui vont suivre, sur peut-être des milliers d'années. Ça, c'est vraiment ce que nous dit la paléoclimatologie de façon générale. Ensuite, le petit exemple que je vous ai montré avec la civilisation de l'Indus, ce qu'on voit, c'est que malgré un climat mondial dans l'ensemble stable, il existait déjà à l'époque des changements climatiques régionaux, c'était possible, et qu'en l'occurrence, ils étaient suffisants pour véritablement transformer la civilisation. Pour finir sur une petite note un peu plus positive peut-être, ce que nous disent les archéologues quand ils étudient ces questions de chute, de disparition de la civilisation, c'est que ces termes, chute et disparition, en eux-mêmes, ils sont assez négatifs. Mais ce qui était vraiment difficile pour les gens sur place, c'était la crise climatique, la crise politique, qui a précédé la chute ou la disparition de la civilisation. Et qu'en réalité, la transformation qui a eu lieu en conséquence de la crise, c'était plutôt quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire que les sociétés étaient arrivées à un moment où elles n'étaient plus adaptées était plus adapté à son environnement et qu'il a fallu qu'il change. Et que le résultat, cette disparition de la civilisation de l'Indus, ne veut pas dire que les gens sur place ont disparu, mais qu'ils se sont réorganisés d'une façon différente et que c'était plutôt une bonne chose parce qu'à partir de ce moment-là, ils étaient plus adaptés à leur environnement. Donc c'est un peu la note un peu plus positive sur laquelle j'ai envie de finir, c'est que les transformations, comme préfèrent les appeler les archéologues, cette transformation, en tout cas, n'était pas forcément négative, elle était plutôt une bonne chose pour les gens vivant sur place. Ça montre notre capacité d'adaptation en tant qu'être humain. Super, écoute, merci Jean-Philippe pour cette présentation qui nous éclaire déjà un peu plus sur donc, à la fois les civilisations passées et les climats passés. Donc on voit qu'en effet, on ne devrait pas finalement parler de changement climatique, mais des changements climatiques. C'est bien ça? Oui, alors, le réchauffement climatique, c'est une chose à prendre au singulier, mais ses impacts, même sur le climat lui-même,
conduisent à des variétés de changements climatiques selon les endroits, selon même les périodes, vraiment très importantes, effectivement. D'accord. Alors du coup, je vous invite tous à poser les questions à Jean-Philippe si vous en avez envie. Vous utilisez soit donc l'outil de réponse Q&R, soit le chat, mais ce serait mieux si vous le faites sur le Q&R parce que on peut répondre directement en fait aux questions. Moi, j'ai déjà une petite question de Oriane Petit qui, tout à l'heure sur la slide sur le méthane, se demandait si les gaz émis par les kangourous sont pires que ceux des vaches. Alors ça, c'est une question auquel je ne saurais répondre. Je ne suis pas biologiste et j'ignorais absolument que les kangourous étaient une espèce particulièrement importante pour les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est sûr, c'est que l'élevage des vaches est beaucoup plus important que l'élevage des kangourous. Et donc, je pense que les vaches ont un impact beaucoup plus important que les kangourous. Mais ça, c'est vraiment en termes de quantité. D'accord. Et alors, toujours sur ce sujet-là, moi j'avais une question aussi. Tu nous Oui. parlais tout à l'heure, donc en effet, du CO2 et des océans. Est-ce que ça veut dire que l'océan rejette du CO2? Alors, il peut, oui, tout à fait, il peut. Et ce qu'on montre en tant que dans l'épisode de déglaciation qu'on a eu à ce moment-là, c'était que l'océan a dégazé du CO2. L'augmentation, on a eu une augmentation d'à peu près 80 ppm de CO2, c'était en grande majorité dû à l'océan. En ce moment, c'est différent. On émet du CO2, donc il y a une sorte de surplus de CO2 dans l'atmosphère qui est en partie pris par l'océan. Donc c'est à peu près 25-40% du CO2, me semble-t-il, nous on émet, qui est absorbé par l'océan. Et c'est pas forcément une bonne chose en soi, parce que c'est ça aussi qui conduit à l'acidification de l'océan et qui pose des problèmes, par exemple, aux coraux et à la vie sous-marine de façon générale. D'accord. Et donc la grande question, c'est de savoir est-ce que l'océan va continuer à absorber ce CO2 ou va-t-il à un moment se mettre à émettre du CO2? Ça, c'est le genre de question qu'on est en train de se poser actuellement de façon très, oui, problématique. Mm. Alors, on a plusieurs autres questions qui arrivent, donc qui vont être plus sur, on va dire, les projections futures. Avi nous demande d'abord, est-ce que nous serons capables de nous adapter à un changement brutal du climat? C'est une bonne question, encore une fois. Serons-nous capables? C'est même une question d'une ordre de croyance. Croyons-nous en l'être humain finalement et en sa capacité d'adaptation finalement? Oui, et Alors, faut bien. elle ajoute, est-ce possible en termes d'agriculture? Donc, je pense que c'est par rapport à ta présentation sur l'Indus. Qu'est-ce qui s'est Oui, transformé exactement en fait sur ces cultures? oui. Alors, en l'occurrence, pour l'Indus, faut bien voir que les zones, donc ces zones centrales là, en fait, qui sont les plus proches du désert, le désert du Thar, qu'on voit bien à l'image satellite ici, c'est les zones qui reçoivent le moins de précipitations, le moins de pluie. Et à un moment, l'agriculture était plus possible. Et la seule adaptation possible était celle de partir dans d'autres endroits où il faisait plus humide, où il y avait plus d'eau. Alors, maintenant, comparé à l'époque, on a des capacités d'irrigation qui sont vraiment très importantes. En fait, toutes ces zones vertes qu'on voit là sur l'image satellite, en fait, ça c'est l'irrigation moderne. C'est des canaux qui pompent de l'eau de la rivière Indus et qui permet d'irriguer toutes ces grandes zones et de continuer à produire de la nourriture. Alors là, le problème, c'est que le Pakistan, maintenant, c'est 140 millions d'habitants. Si on rajoute en plus la partie indienne ici, on en rajoute encore 60 millions. Enfin, on arrive très rapidement à 200-300 millions de personnes qui dépendent directement de l'eau de la rivière Indus. Et bah, c'est beaucoup. Et ça augmente très vite. Et il y a eu vraiment une problématique de gestion de l'eau qui est très aiguë là-bas. Il y a très peu d'eau disponible par personne. Et de petites variations d'eau peuvent avoir des conséquences très importantes. Enfin, je parle de famine et d'instabilité politique. Bon, on connaît aussi les rivalités entre l'Inde et le Pakistan à l'heure actuelle. L'eau se raréfiant, c'est un contexte diplomatique aussi très, très risqué. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut s'adapter? Et puis, selon la rapidité du changement climatique, la rapidité a vraiment un très, très fort impact. Si c'est très rapide, il faut tout changer d'un seul coup, c'est difficile.
Si on a plus de temps, on peut essayer de mettre en place des outils pour limiter ça. Mais Ouais. en tout cas, une des conséquences qu'on voit bien pour l'époque, c'était une migration. Et on peut imaginer quelque chose d'assez similaire à notre époque. Oui, et Une grande Fred est en migration. train, Fred ajoute sur le Q&R aussi. Donc, il nous dit, Jean-Philippe a parlé de la chute des civilisations qui ont conduit les populations à s'adapter, mais le changement climatique actuel va toucher des centaines de millions de personnes. L'impact humain, politique, sociologique aura des conséquences infiniment plus dramatiques qu'il y a 3000 ans. Quelles sont les régions du monde les plus menacées? Ah, les hotspots. Alors, ça dépend du risque. Je parlais du risque de montée des eaux tout à l'heure. Juste à côté de l'Inde, on a le Bangladesh. C'est vraiment extrêmement plat et il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui vivent là-bas. Et une augmentation d'1 mètre du niveau de la mer, il me semble, c'est 1/3 en moins du territoire. C'est absolument énorme. Donc, ce serait des millions de personnes soit qui vont mourir, soit qui vont devoir se déplacer en tout cas. Donc encore une fois, des tensions avec l'Inde. On peut parler de toutes ces îles, ces archipels dans l'océan Pacifique qui vont disparaître. Il y a d'autres endroits où le risque, c'est plutôt celui de la sécheresse. On pense aux régions méditerranéennes. On a une augmentation de la température et une diminution des pluies, surtout en été. Donc ça nous touche du coup directement, nous, puisque l'Italie, l'Espagne, le sud de la France, c'est des zones qui vont devenir de plus en plus chaudes, de plus en plus secs. Je ne sais pas si vous allez envie de continuer à passer vos étés là-bas quand il fera 40 degrés, 45 degrés, 50 degrés. Et puis, les gens qui vivent sur place vont-ils vouloir continuer à vivre là-bas? C'est pas du tout sûr. Ils vont peut-être aller acheter une maison en Écosse parce que ce sera beaucoup mieux. Et puis d'autres endroits qui nous parlent beaucoup, nous aussi, en tant qu'Européens, c'est toute la zone autour du Sahara, ce qu'on appelle la zone du Sahel au sud, où il y a une forte variabilité des pluies là-bas. On a la mousson africaine, en fait, qui vient du sud. Et il y a des années, elle se propage bien vers le nord et puis d'autres années beaucoup moins. C'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de changement climatique là-bas, mais on sait qu'il va faire plus chaud. Et le problème de qu'il fasse plus chaud, c'est que l'eau s'évapore plus. Donc même s'il y a plus d'eau qui est apportée pendant la saison humide, les saisons sèches, elles, vont être plus sèches. Donc on va aller vers des extrêmes comme ça, dont on va avoir du mal, ça va être plus difficile de s'adapter. Donc on peut aussi imaginer des migrations d'ampleur aussi, surtout dans ces endroits où la démographie augmente de façon très importante. Et alors là, dans les dernières semaines, on a beaucoup entendu parler du fait que l'Amazonie rejetait plus de CO2 qu'elle pouvait en absorber. Et c'est d'ailleurs donc la question que nous pose Bibert. Est-ce vrai que l'Amazonie émet maintenant plus de CO2 qu'elle ne peut en absorber? C'est quand même une très bonne question. Effectivement, on en a vu passer ça dans l'actualité. Alors, je ne suis pas spécialiste sur ces questions de forêt et de captage du CO2. Il faut bien voir que c'est vraiment le rôle de l'océan est vraiment très important à notre époque maintenant, mais effectivement, la végétation aussi. Une végétation qui s'étend, plus de forêts, par exemple, veut dire plus de CO2 qui sont stockés dans les arbres. Et l'inverse, c'est aussi vrai. La déforestation, tout le CO2, le carbone qui est stocké dans les arbres, en général, ils finissent brûlés et c'est des émissions nettes dans le CO2. Donc ça, c'est juste au niveau du bois. Et ensuite, il y a des choses qui deviennent un peu plus complexes. C'est au niveau du sol, en fait. Il y a énormément de carbone qui est issu de la décomposition des feuilles, par exemple, qui tombent, qui tombent et qui ensuite se décomposent. Donc ça crée du CO2, mais qui reste plus ou moins dans le sol. Et toute la question, c'est de savoir, reste-t-il dans le sol et est-il piégé? Et puis ça forme après ces couches sédimentaires que l'on voit après dans les roches, ou est-ce qu'il est ensuite réémis vers l'atmosphère? On sait par exemple que les zones humides ou les tourbières, on en a beaucoup parlé, on en a parlé en France par exemple avec cette affaire du barrage de Sivens par exemple, mais de façon générale, les zones humides sont des endroits où le carbone est stocké. Donc la destruction des zones humides, ce sont des puits de carbone en moins. Donc des moyens d'enlever le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère en moins. C'est aussi problématique de ce point de vue-là. Et alors, une autre question qui serait dans l'actualité, Yann nous dit « Hello, une réaction au détachement du plus grand iceberg récent en Antarctique, quelles sont les causes et quelles sont les conséquences ?»
Oui, je l'ai vu passer, c'est marrant, c'est une collègue qui m'en a parlé hier matin. Du coup, je suis à la page. Et alors, ça fait un peu les titres, mais c'est le plus grand maintenant, mais c'est pas le plus grand jamais observé. En fait, le plus grand jamais observé, je crois, il devait être facilement 10 fois plus grand. Donc, ça fait un peu les grands titres, mais dans la réalité, c'est pas. On a vu beaucoup plus grand iceberg. Par contre, ça rejoint les questions ce que je vous évoquais tout à l'heure, ces questions sur les calottes glaciaires et ces fameux points de bascule. Je vous ai parlé du Groenland parce que ça me semblait être plus proche, on le voit un peu mieux le Groenland, mais en Antarctique, c'est en fait un des points chauds. Ces questions d'iceberg, en fait, c'est l'iceberg, il est un peu comme, ou plutôt avant qu'il soit iceberg, c'est-à-dire comment ça s'appelle en français, je ne sais plus d'ailleurs. C'est une sorte de, c'est le glacier qui s'avance sur la mer et qui flotte comme ça, et ça forme un peu une sorte de bouchon. Et quand ce bouchon saute, et donc il forme un iceberg, et ben la glace qui se trouve derrière, donc qui forme la calotte glaciaire, elle se met à descendre et à couler vers la mer. Et c'est comme ça qu'on peut initier ces phénomènes dont je vous parlais de perte d'altitude et de fonte renforcée. Donc, ces icebergs, c'est problématique vraiment, en tout cas, ça montrerait une fonte accélérée, ça risque de causer une fonte accélérée des calottes. Et potentiellement, on parle, comme on dit en français, c'est ma question, de euh, C'est-à-dire en anglais? collapse of the ice cap, c'est-à-dire la calotte glaciaire qui s'effondrerait, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais un effondrement de la calotte qui potentiellement peut être rapide. Je relisais il y a quelques jours pour vérifier le dernier rapport du GIEC, et effectivement, il disait que c'était possible d'ici à la fin du siècle, dans les 4 scénarios les plus chauds, qu'on aurait une sorte d'effondrement comme ça d'une partie de la calotte glaciaire antarctique. Et avec des conséquences, comme je disais, sur l'élévation du niveau de la mer dramatique. Et là, ce serait de l'ordre peut-être une dizaine d'années simplement pour la fonte, ça pourrait être très rapide. D'accord. Et alors, on a une autre question technique qui vient de Guillaume Fuchs qui nous demande, concernant le méthane, on entend souvent la menace du dégel du permafrost. Qu'en est-il vraiment? Est-ce aussi un point possible de bascule? Oui, alors justement, la même personne qui s'est occupée de modéliser ces questions euh, qu'est-ce que je disais là, les bactéries, de l'activité biologique des micro-organismes qui émettent du méthane, s'était aussi intéressé aux questions de permafrost et de ces terres gelées, donc surtout en Sibérie, puis pas mal au Canada. L'idée, ce serait que à travers les âges, finalement, il y ait progressivement eu du CO2 et du méthane, surtout, donc un très puissant gaz à effet de serre, c'est quand même 60 fois plus puissant, ou même 80 plus puissant que le CO2, qui se serait stocké comme ça par décomposition de la matière organique, mais sous cette couche gelée, que quand la couche gèle, eh ben, il y aurait le méthane, pof, qui serait libéré. Alors, ce que cette personne dont je vous parlais a montré, c'était que pour la déglaciation, c'était pas quelque chose de très important. Ce qui ne veut pas dire que ce qui va dégeler à l'heure actuelle, ce sont des zones qui ont été gelées peut-être depuis des millions d'années en fait. Et on n'a aucune idée de savoir vraiment les stocks de méthane qui se trouvent là-dessus. Donc oui, c'est clairement un endroit de point de bascule qui pourrait participer de façon très importante et un réchauffement très brutal du climat. C'est tout à fait vrai. D'accord. Alors, Alice nous demande, puisque tu as parlé plusieurs fois des résultats du GIEC, elle nous dit justement à propos des scénarios, comment sont-ils établis? Ah oui, ça tombe bien. J'avais une petite slide justement. Ouais, je l'ai pas faite pour rien. Hop, voilà, c'était une petite slide qui était là. Alors, on a plusieurs scénarios sont établis. En fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment va évoluer notre économie, parce que c'est directement de notre activité économique c'est notre activité économique qui fait que ces gaz à effet de serre sont émis. Enfin, et pas seulement les gaz à effet de serre, d'ailleurs, on peut en parler d'autres causes que les gaz à effet de serre sur le changement climatique. Et donc, on parle de ces
En anglais, on parle, là c'est marqué SSP, Socio-Economic Pathway, c'est-à-dire le chemin socio-économique qu'on va suivre, donc en tant que monde, en fait. C'est pas seulement notre pays, mais tous les pays du monde. Et donc, il y a des gens qui sont spécialistes un peu en économie qui essayent de dire, bon, est-ce qu'on va aller vers un miracle vert et soudainement, on va passer tout notre système énergétique aux énergies renouvelables et ça va marcher très bien et on va être capable de continuer notre croissance économique de la même façon. C'est un scénario, ce serait le scénario bas, je ne l'ai même pas mis en l'occurrence ici parce que ça semble être vraiment quelque chose de très utopique. On a le scénario de base ou scénario haut que je vous ai mis en rouge ici et qui correspond à l'expansion de notre économie telle qu'elle s'est étendue depuis ces dizaines d'années est basée sur les énergies fossiles. Donc, on va continuer à émettre et de plus en plus chaque année des émissions de gaz à effet de serre. Et alors après, il y a d'autres scénarios qui sont faits, comme ici par exemple un scénario médian où on va dire ah ben, il y a quand même des pays qui vont essayer de faire quelque chose pour le changement climatique, mais qui ne vont pas forcément réussir totalement, ou en tout cas, ils ne vont pas forcément réussir à atteindre ce fameux seuil de zéro émission, et puis sûrement pas tous les pays. Et donc, on va avoir comme ça des projections d'émissions de gaz à effet de serre en conséquence. On se pose aussi la question de population. Il y a par exemple l'ONU qui fait des projections de population pour les différents pays, des choses comme ça. Et là, je vous avais mis en plus ce graphique pour vous montrer par la différence entre les différents rapports du GIEC. Donc, il y en a eu un qui a été publié en 2013, donc ça fait maintenant 8 ans, et il va y en avoir un qui va être publié à partir de cet été. Et donc, en pointillé, vous avez ici les deux scénarios dits de base ou scénario médian qui ont été faits à partir de 2005. Et en roux et en tiret et les lignes pleines, ce sont les scénarios du prochain rapport. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2005, concernant les émissions de CO2, on a suivi le scénario haut, c'est-à-dire le scénario de base. On observe exactement la même chose pour le méthane. Ça veut dire que depuis 15 ans, eh ben, on est resté sur ce scénario de base et en tant que l'ensemble de notre société humaine au niveau mondial, ben, on n'a absolument pas du tout réussi à faire quoi que ce soit concernant le changement climatique. Oui, donc du coup, ouais, c'est pas très, très rassurant, on va dire. Et donc justement sur cette question en fait de qu'est-ce qu'on va devenir en fait, hein, on a Avi qui nous pose la question, est-ce qu'on peut agir pour inverser la tendance en termes d'augmentation des températures ou est-ce que c'est déjà trop tard? Et de la même manière, Corinne Berg nous demande qu'est-ce qui pourrait être le plus effectif pour freiner la courbe? Donc, la température globale du monde a déjà augmenté de 1,25 degrés dû aux émissions de gaz à effet de serre, dû à l'activité humaine de façon générale. Je ne sais plus si j'ai un petit graphique là-dessus. Non, je crois que je ne l'ai pas mis. Et ça, c'est acquis, j'ai envie de dire. À moins qu'on se mette à, bon, déjà complètement arrêter nos émissions, mais en plus de ça, pomper le CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère et le pomper, ben, je ne sais pas, sous la terre, peut-être il y en a qui réfléchissent à ce genre de choses. Tant qu'on ne pompe pas l'excès de ce CO2, ben, les températures ne rebaisseront pas. Donc, le réchauffement actuel est acquis. Et pire même, même si on arrête complètement toutes nos émissions maintenant, la température va continuer encore à augmenter de façon beaucoup moins accélérée, mais va continuer à augmenter. On appelle ça dans le jargon que le climat n'est pas stable, il n'est pas stabilisé. On va avoir des effets, par exemple la fonte des glaces va faire que le climat va continuer un peu à se réchauffer, ce genre de choses. Donc c'est la réponse naturelle dont je vous parlais tout à l'heure en fait. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et après, j'ai oublié, c'est quoi le point? Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire baisser? Voilà. Alors là, j'ai mis une petite courbe, une petite ligne verte là, pour représenter ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et ça, pour moi, c'est finalement l'objet, enfin, un des objets de l'écologie, c'est essayer de faire baisser cette courbe. Et un élément qui me paraît assez important à noter, bon, puisque c'est une question un peu politique. Beaucoup de partis politiques maintenant se disent d'écologie. La question, c'est l'ambition de cette écologie. Faire baisser un petit peu cette courbe, c'est une bonne chose, certes, mais si on continue à émettre du CO2, on va continuer à réchauffer l'atmosphère, peut-être à un rythme plus lent, mais ça va continuer à se réchauffer. Si on veut vraiment tout arrêter, il faut tomber à zéro. Donc,
il y a beaucoup de chemin à faire. Et la question est sur l'ambition des partis écologiques. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question complexe. Ou plutôt, il y a plein de choses qu'on peut faire et rien n'est suffisant à la fois. Et pour ça, il faut qu'on s'intéresse un peu à... J'avais une petite chose quelque part. Ah oui, non, c'était le petit... voilà, celui-là. Avait un petit graphique pour se poser la question des causes, et puis les causes surtout d'un point de vue économique. Donc là, c'est juste les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que la principale source de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est l'énergie, à 75%. Mais l'énergie, on l'utilise à tout. Absolument tout, on l'utilise. Là, vous avez un exemple, par exemple, la production de fer et d'acier, ça demande beaucoup d'énergie. On parle d'énergie pour le transport, par exemple, voilà, pour transporter nos matériaux, ça représente 12%. On a le chauffage par exemple chez nous, ça représente 11%. On a Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve les ciments, par exemple, tout ce qui est. Alors ça, c'est donc du coup sorti de l'énergie. Il y a en plus d'autres choses. Le ciment, par exemple, le fait de faire du ciment, ça émet du CO2. Donc dès qu'on essaye de construire quelque chose, finalement, sans même penser l'énergie du transport, des choses comme ça, le ciment lui-même qu'on va utiliser va émettre du CO2. Oui, c'est d'ailleurs une Oui. question de Oriane qui nous demande, lorsque le béton sèche, il émet du CO2, a-t-on déjà quantifié son impact dans le changement climatique? Tout à fait, tout à fait. Il est juste là, voilà, les 3%, ça correspond directement à ça. Donc, par exemple, quand on parle euh, de l'énergie hydroélectrique, il faut qu'on fasse des barrages. Donc, l'énergie hydroélectrique, c'est une énergie renouvelable, il n'y a pas de problème. L'eau est renouvelée. De là à être une énergie verte, euh, c'est un pas que je n'oserais pas forcément franchir, dans le sens où il aura fallu du CO2, ou plutôt il aura fallu du ciment pour construire le barrage, qui aura émis du CO2. Alors évidemment, en comparaison avec une centrale à gaz ou pire une centrale à charbon, c'est pas comparable et ça reste souhaitable. Mais c'est pas une énergie neutre en termes de carbone, par exemple. Et donc, pour revenir à ces questions de qu'est-ce qu'on peut faire, le problème c'est que ça touche vraiment tellement toute notre activité économique que si on veut arriver au zéro carbone, il faudrait changer toute notre activité économique finalement. Et là, j'ai un autre petit exemple. Ici, ça c'est en France, c'est les émissions au niveau du territoire français. On voit qu'on a effectivement l'industrie, ça consomme, ça émet plutôt du CO2, l'agriculture, les transports, et puis ça, c'est surtout tout ce qui est chauffage finalement. Ça consomme beaucoup. Du coup, bon, il s'agit d'une part d'arrêter d'utiliser des énergies qui émettent du CO2, donc ce serait quand même tout ce qui est énergie renouvelable, évidemment, les énergies vertes, éolien, tout ce genre de choses. Mais de là, arriver à zéro, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Si on regarde de façon un peu plus générale, ou plutôt un peu plus précise, nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai un exemple de l'activité d'empreinte carbone d'un Français, par exemple. Et on voit encore une fois que ce n'est pas un secteur qui l'emporte, mais il y a plein de moments où notre vie finalement contribue à l'émission de gaz à effet de serre. Donc évidemment le transport, c'est le plus évident, à moins d'utiliser sa bicyclette. Il y aura on utilisera des combustibles fossiles. Le chauffage des bâtiments, l'alimentation à travers, je parlais de l'élevage par exemple, et l'élevage bovin, pour donner un exemple, et puis les biens qu'on consomme, enfin, l'énergie se trouve à la base de tout en fait. Donc à moins qu'on ait décarboné cette énergie, c'est à la fois quelque chose à faire d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue aussi étatique. C'est quelque chose d'important à voir. Et c'est là que notre vote est important. Ouais. Ali nous dit d'ailleurs les objectifs de la COP 21 ayant déjà été dépassés, que souhaiter de la COP 26? Ouais. J'avais un petit truc. Ouais, c'était ça, j'ai sur le graphique de droite là. J'ai repris un graphique qui avait été fait par quelqu'un qui est assez actif justement sur ces questions d'émissions de carbone. En, donc là en noir, on a les émissions passées de CO2. On voit la chute en 2020 due au Covid.
Et en bleu, on a ce qui est les politiques qui sont engagées, c'est-à-dire ce qui est, j'ai envie de dire, dans la loi, qui engage les États à diminuer, à fixer une quantité d'émissions de gaz à ne pas dépasser pour une telle date. Donc, par exemple, en France, il me semble qu'il s'agit de diminuer de 50%, me semble-t-il, les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Enfin, après, je n'ai plus les chiffres. Mais bon, ça nous donne un ordre de grandeur, c'est ça. Mais si on somme tout ça, il y a des endroits comme en Chine, par exemple, qui continuent encore à dire oui, on va limiter, mais en fait, ça va quand même être plus que maintenant pour leur développement économique. Et en total, si on somme tout ça, c'est le bleu. Donc, ce serait stable, c'est déjà bien, mais bon, on ne descend pas. Et en jaune, ce sont ce que les États, à la suite de l'accord de Paris, ont dit qu'ils vont faire, mais qu'ils n'ont pas encore implémenté dans les lois. Et on voit que même ça, ça diminue, c'est déjà un point très important, mais ça diminue assez lentement. Et on montre que ça ne permettra pas de limiter en dessous de 1,5 degré, ça c'est sûr. En dessous de 2 degrés, c'est même juste ça, c'est difficile à atteindre. Donc attendre de la COP26, des engagements plus importants des États, c'est probablement la chose la plus importante, sachant que engagement ne veut pas forcément dire qu'il se passera quelque chose de concret sur le terrain. On voit par exemple en Allemagne le fait que la Cour constitutionnelle ait épinglé le gouvernement parce qu'il n'en est pas fait assez par rapport à ses propres engagements qu'il a lui-même promulgués. C'est un exemple assez intéressant. Alors là, j'ai une question pour Audrey, du coup, qui est Lucie qui nous demande, donc pour les élections consulaires, vous êtes des candidats et quelles sont vos mesures pour le climat? Ça, c'est pour Audrey. Vous m'entendez? Oui. Ok. Déjà, merci pour cette question. En fait, et du coup, il y a enfin beaucoup même de mesures en fait qui sont adaptées pour répondre à ces questions-là dans le cadre des élections consulaires. Donc, on en a vraiment beaucoup, mais je vais en prendre quelques-unes en fait. Déjà, premièrement, nous on considère que l'élu consulaire, il doit être vraiment proactif sur ces questions-là. Donc, clairement, c'est un élu local. À la base, donc c'est le fait de dire qu'un élu consulaire, il fait le relais des préoccupations des expatriés sur sa circonscription. Mais par exemple, pour nous, ce qui est important, c'est que cet élu aussi interpelle sur cette urgence climatique. Et donc, par exemple, pour nous, ce qu'on a proposé dans une de nos premières propositions sur la rubrique écologie, par exemple, c'est justement de sensibiliser à l'urgence climatique les élus parlementaires, donc que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais aussi sur la perte de la biodiversité. Et ce qu'il faut savoir justement, par exemple, je prends pour exemple cette mesure parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les élus consulaires, ils votent s'ils font partie du collège électoral des sénateurs et des sénatrices. Donc, c'est hyper important, en fait, aussi, la première action qu'on ferait, nous, si on avait un élu ou une élue, c'est qu'évidemment, cette personne voterait pour des parlementaires et donc des sénateurs ou des sénatrices qui seraient écologistes et donc qui traiteraient cette question de l'urgence climatique, par exemple, si je prenais un exemple. Mais après, il y a plein d'autres choses qui nous sensibilisent et que nous proposons dans notre programme. Donc, par exemple, eh bien, pour toutes ces questions de climat et pour amorcer la transition écologique, notamment, on va travailler aussi dans le secteur de l'éducation. Donc, ça va être, par exemple, essayer de faire en sorte que il y ait une rénovation durable des bâtiments qui concerne la compétence de l'élu consulaire, par exemple, ou alors qu'est-ce qu'on avait encore? On voulait, par exemple, favoriser le label éco-école, justement, pour faire en sorte que les établissements éducatifs français y adhèrent. Enfin, voilà, il y a aussi faire en sorte de s'intéresser à l'alimentation des enfants dans les écoles françaises aussi, donc faire en sorte que que ça permette justement de se baser sur des produits bio et locaux, etc., une alimentation saine. Voilà, il y a d'autres mesures encore. Gaëlle, tu voulais compléter?
Oui, je voulais compléter justement voilà, sur le fait que, en termes d'éducation, c'est vrai que enfin, le climat, enfin, en soi, l'écologie, c'est quand même quelque chose on va dire, qui peut passer dans toutes les mesures, hein, puisqu'on peut, on peut aller s'intéresser à l'écologie à tous les niveaux, mais il y avait aussi une mesure qui était assez intéressante, qui était justement de proposer aux citoyens, aux citoyennes comment dire, justement des formations, des webinaires, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à leur échelle pour justement essayer d'améliorer la situation environnementale. On peut leur donner aussi sur Internet les adresses des associations qui justement s'engagent dans l'écologie pour que ce soit plus facile d'y accéder parce que souvent quand on a envie en fait de rentrer dans une démarche écologique, on n'a pas forcément les informations directement et ce serait quand même assez nécessaire que ces informations-là soient mises en avant, puisque justement, l'écologie est un problème qui concerne tout le monde. Et comme je le disais au début, c'est quelque chose que tout le monde s'approprie, on va dire. Mais justement, enfin, on ne peut se l'approprier que quand on fait l'effort soi-même d'essayer de s'y intéresser. Ça ne veut pas dire forcément d'arrêter de consommer comme on le consomme normalement, mais c'est consommer peut-être plus responsablement et s'engager un peu différemment de ce qu'on l'a fait. Et ça, c'est des informations qui peuvent absolument arriver sur le site du consulat. Oui, et puis bon, si je voulais compléter aussi, il y a un dispositif qui existe qui s'appelle le STAFF, donc c'est le soutien au tissu associatif des Français de l'étranger. Et donc nous, par exemple, très concrètement, on propose que les projets, enfin que ça soit étendu aux projets qui aident à la lutte contre le changement climatique, par exemple, mais aussi pour la sauvegarde de la biodiversité, parce qu'il ne faut pas oublier cette problématique également. Donc ça, concrètement, c'est l'élu consulaire qui va pouvoir agir dessus. Mais pour le coup, il faut aussi qu'il y ait des projets qui soient proposés pour qu'on puisse voter le financement, quoi. Voilà. Alors, on va repasser sur les questions de paléoclimatologie, puisqu'on a des questions qui arrivent. Alors, j'ai Alice qui demande, la pression démographique est un facteur important. Est-ce que sa réduction a été envisagée dans les mesures de lutte contre le changement climatique? Et encore des questions, c'est fou, très bien. Moi, je suis content de répondre. Oui, effectivement, on parle de l'augmentation de la population comme un facteur. Là, je vous ai montré, par exemple, c'est les causes. Sur ce graphique, on essaye de décomposer les causes de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette augmentation, c'est les petits triangles. Et puis, les deux zones bleues, c'est l'augmentation du PIB mondial et la partie bleue, c'est quand on divise ce PIB mondial par la population, et donc ce serait la part due à l'augmentation de la population. Alors, une première chose qui me chipote un peu sur cette façon de faire, c'est ça suppose que on ait tous besoin de consommer finalement beaucoup de choses. La sobriété, on parle de sobriété par exemple, c'est une façon de faire qui est peut-être beaucoup plus efficace même que le contrôle de la population. Dans le sens où si on consommait moins, on serait tout à fait capable d'accueillir de grand nombre d'êtres humains. Et puis c'est aussi une question, j'ai presque envie de dire une question existentielle. Est-ce que nous, en tant qu'espèce, on cherche à réduire notre nombre? Ça paraîtrait contre-intuitif finalement. En tant qu'espèce, on a plutôt envie de se multiplier. Mais c'est des questions d'ordre philosophique. Alors, est-ce que ça a été pris en compte? Comme je l'évoquais sur les scénarios, on prend en compte les évolutions de la population, on prend en compte aussi le fait que certains pays pourraient vouloir mettre des politiques de baisse de la natalité, comme la Chine avait fait pendant un temps. Beaucoup disent que c'est plutôt une très mauvaise chose, mais je ne suis pas démographe. Oui, après, c'est vrai que si je peux permettre aussi, ça dépend en effet, comme tu disais, de comment on consomme, hein, parce qu'une personne peut très bien consommer comme 30, quoi. Ça dépend du pays dans lequel on se trouve, des ressources que l'on a et notamment au niveau enfin oui, de notre niveau social, on va dire, hein. C'est vrai que sur les pays européens, on est quand même assez privilégiés, donc on a tendance à oublier on pourrait vivre un peu plus sobrement. Mais c'est peut-être quelque chose, une direction qu'on devrait voilà, explorer.
Alors, j'ai de la part de Yann, attention, la question qui fâche. Il l'a nommé comme ça. Alors, comment réduire significativement les émissions de CO2 en Allemagne sans passer par la case nucléaire? Ah, je vois pourquoi c'est la question qui fâche. Euh, alors, ça dépend. Euh, J'ai envie de commencer par une petite comparaison assez intéressante que j'ai sur ce graphique-là. Ce sont les émissions au niveau du territoire français comparé au territoire allemand. Et on se rend compte que le territoire français, finalement, émet beaucoup moins de CO2, près de 2 fois moins que le territoire allemand, pour une population qui n'est quand même pas si 2 fois moins importante, ou une économie qui n'est pas 2 fois moins importante. Et en fait, effectivement, une partie est due à l'utilisation assez importante de charbon, de gaz. Et l'autre partie est aussi due au fait que l'industrie allemande est assez active comparée à l'industrie française qui a été massivement délocalisée. Et effectivement, quand on s'intéresse aux émissions territoriales, le fait de ne pas avoir toute cette industrie en France, ça permet de faire baisser les chiffres. Bon, le fait est que nous, quand on ne consomme pas forcément français. Et puis, si on n'achète pas de voiture française, ben, on importe en fait le CO2, enfin, la quantité de CO2 qui a été émise pour la fabrication de cette voiture sur un autre territoire, par exemple en Allemagne. Donc, ce qu'on a fait en France avec cette baisse de l'industrie, c'est aussi une forme de délocaliser ces émissions de CO2. Donc, après, il faut vraiment aller voir, comme je l'ai montré sur ce graphique-là, non pas forcément les émissions d'un territoire, mais les émissions d'une personne qui prend en compte l'import-export finalement du territoire. Alors, pour en venir à cette question d'énergie finalement en Allemagne, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour dire les choses. Et la comparaison avec la France est assez intéressante de ce point de vue-là, puisqu'en France, on a beaucoup de nucléaire, qui est qui n'est pas, qui est décarboné dans le sens où le fonctionnement d'une centrale nucléaire n'est pas de façon directe du CO2, même si bon, il en a fallu pour faire le ciment qu'on parlait tout à l'heure, pour faire les réacteurs, des choses comme ça. Et puis le transport de l'uranium, l'enrichissement d'uranium, ça aussi, ça prend beaucoup d'énergie. Mais on sait aussi que l'énergie nucléaire n'est pas du tout adaptée à l'énergie renouvelable, et en particulier l'éolien et le solaire. Et ça a été démontré qu'en France, que ce soit l'utilisation de nucléaire et puis l'institution qui gère tout ça, ont été un frein au développement du nucléaire, au développement du renouvelable. Là où en Allemagne, c'était plutôt le contraire. Il y a une forte volonté des pouvoirs politiques de faire moins de charbon, de faire moins de gaz et donc de développer l'énergie renouvelable. Et la partie encore plus problématique, c'est que, je sais plus, je sais pas forcément maintenant, mais je sais qu'il y a une dizaine d'années, et enfin, ce qui est toujours le cas maintenant, en tout cas, c'est que les énergies renouvelables, les énergies intermittentes, le solaire, l'éolien, tant qu'on n'a pas de piles gigantesques efficaces, il va falloir compléter quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. Et le plus efficace pour faire ça, c'est le gaz. Et j'avais entendu dire quelqu'un qui avait été dans des conférences sur l'énergie renouvelable au Danemark, et des gens qui se frottaient les mains du développement de l'éolien au Danemark, c'était l'industrie gazière. Parce que pour pouvoir faire face à cette intermittence des énergies renouvelables, eh ben, il fallait 2 à 3 fois la puissance installée en gaz. En fait. Et pourquoi le gaz? Parce qu'en fait, c'est comme la cuisine, on met le gaz, ça chauffe tout de suite. Et le nucléaire, quand on l'allume, ben, il faut attendre quelques jours avant que ça fonctionne à plein régime. Et donc le gaz, de ce point de vue-là, est vraiment va bien avec les énergies renouvelables, mais pas forcément bien pour les émissions de CO2. Oui, c'est une question assez compliquée. D'ailleurs, du coup, Viber nous demande une question qui est un peu à côté, mais on va peut-être pouvoir éventuellement y répondre. C'est faudra-t-il une catastrophe marquante comme le Covid pour qu'on puisse enfin prendre les mesures nécessaires sur le climat? Ah oui, parce que du coup, j'avais montré, là, on a une baisse de 7% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 due à l'arrêt de l'économie mondiale pendant les phases de confinement. Alors, j'attends de voir comment ça se passe. On a des gigantesques plans de relance qui sont mis en place.
Ils sont dits verts dans le sens où effectivement il y a pas mal d'aides qui est mis pour favoriser les énergies renouvelables, choses comme ça. Mais j'ai vu passer encore aucune étude qui évaluait l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre de ces gigantesques plans de relance. En général, quand on essaye de relancer l'économie et que l'économie est quand même encore en bonne partie carbonée, ben, ça fait remonter très rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, j'attends vraiment de voir. Un autre exemple, j'ai vu que Biden, dans son plan de relance, voulait faire 500 000 voitures électriques, produire 500 000 voitures électriques. Il faut savoir qu'une voiture électrique, ça consomme à la production 4 fois plus d'énergie qu'une voiture normale. Et de l'énergie qui est en particulier fait au charbon, parce qu'en fait, c'est le lithium qui est extrait en Chine, qui utilise du charbon pour le raffiner. Et donc, il faut imaginer que quand on met ces 500 000 voitures, et ben, le premier impact qu'on va avoir, c'est plutôt une augmentation des gaz à effet de serre. Alors, effectivement, au niveau de l'utilisation, selon la source d'énergie électrique qu'on utilise, on va progressivement faire baisser les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une voiture normale. Mais ça peut prendre une dizaine d'années. Surtout en Allemagne, où on utilise beaucoup de CO2, beaucoup d'énergie fossile pour l'électricité, ça peut prendre du temps. Et donc, on aurait plutôt un pic avant peut-être une décrue. Donc, est-ce que vraiment une crise comme le Covid fait prendre conscience? J'attends de voir. Oui, en tout cas, déjà quelque chose qu'on a pu voir, en tout cas moi que j'ai vu passer plusieurs fois, c'est que justement comme les gens sont restés chez eux assez longtemps, il y avait moins d'émissions de gaz, enfin de particules fines, etc., dues au déplacement, ce qui était déjà un petit plus, un petit. Même si on ne pouvait pas se déplacer. On ne peut pas faire vraiment beaucoup, mais en tout cas, c'était déjà un petit plus comme quoi la voiture, c'est pas toujours le meilleur moyen. Alors du coup, il est 20h47. Je vais prendre les dernières questions que vous pouvez vous poser. Alors une des dernières questions, c'est Alice qui demande: existe-t-il vraiment une énergie verte? Même dans l'éolien et le solaire, il y a une empreinte carbone pour la construction des installations nécessaires. C'est ce que tu disais là avec la production des voitures électriques. Alors, dans un monde idéal, on peut tout à fait imaginer que l'énergie nécessaire à la production des éoliennes et des panneaux voltaïques soit justement délivrée par des panneaux solaires et des panneaux voltaïques, photovoltaïques. Donc, ce serait idéalement, on pourrait faire un monde dans lequel l'énergie verte finalement permet de se construire elle-même. Alors, il y aurait d'autres questions qui est celle de finalement les questions des déchets, par exemple, et puis j'ai pas d'exemple. Enfin, si, je parlais des barrages et du ciment, par exemple. Il y aurait toujours des émissions qui sont là, pas liées à l'énergie, qui sont toujours là. On peut parler, quand on parle d'un futur lointain, on peut penser à la fusion nucléaire, qui est pour l'instant vendue comme une énergie beaucoup plus sûre que l'énergie nucléaire. Mais bon, qui pourrait nous donner énormément d'énergie. Mais bon, on n'en est pas là, en tout cas. Les derniers spécialistes que j'avais entendus évoquaient peut-être dans 50, 60 ans, on pourrait peut-être avoir des réacteurs en marche. Donc, c'est pas pour tout de suite, et le problème climatique, il est là. Oui, il est là, il est présent. Du coup, donc les dernières questions qu'on a, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ça. C'est Corinne qui demande une question en 2 parties. Jean-Philippe, comment arrives-tu à garder le sourire avec le métier que tu fais et les révélations de ce soir? Es-tu de nature optimiste? Ah oui, c'est vrai, je suis de nature optimiste. Il y a un petit peu de cynisme en moi, faut dire quand même, faut dire les choses, pour accepter tout cela. J'ai des collègues effectivement qui sont assez déprimés quand ils voient passer certaines nouvelles dans les revues scientifiques. Oui, après, il s'agit de dédramatiser et puis de se dire, déjà, il faut dire que j'ai une certaine foi dans l'être humain, et je pense qu'on est quand même, qu'on va être capable de faire quelque chose. Ça, je le crois. De là à le faire avant qu'il y ait une catastrophe climatique, je ne sais pas. Mais bon, je le verrai pas, donc c'est pas grave, je me cache les yeux et puis on va espérer que les générations futures vont continuer à mettre la pression sur les générations précédentes pour pouvoir faire quelque chose. Oui, et puis ce qu'on a vu aussi dans cette présentation ce soir, c'est que finalement, les civilisations sont adaptables. Du coup, nous ne sommes pas totalement perdus. Il y a de l'espoir. On a déjà des gens qui s'engagent en politique, qui font l'effort d'essayer d'améliorer les choses, des chercheurs comme toi qui essayent d'étudier donc à la fois les phénomènes passés, les phénomènes présents, pour essayer de justement sauver le futur, je dirais. Ça fait presque titre de film, mais c'est à peu près ça.
Du coup, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire, conférence, interview pour la liste engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud. Alors, je suis désolée, il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. On ne va pas avoir vraiment le temps d'y répondre, mais je suis sûre que Jean-Philippe aura l'occasion de passer soit sur notre page Facebook, notre Twitter, ou de nous donner les réponses. Et à ce moment-là, on pourra vous répondre. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez bien sûr le mettre en dessous dans les commentaires du replay. Voilà, donc merci beaucoup Jean-Philippe en tout cas de nous avoir fait cette présentation. On y voit déjà un peu plus clair sur cette question de la paléoclimatologie, cette archéologie du climat. Et donc du coup, merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Et voilà, je vais repasser la main à Audrey. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Je vois que vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de questions, donc c'était extrêmement riche. Merci beaucoup Jean-Philippe pour toutes ces explications et Gaël pour les questions et les petits compléments d'information tout de même. Oui, écoutez, en tout cas, c'est vraiment très important et ça prouve à quel point aussi il faut se mobiliser. Et effectivement, comme le disait bien Gaël, c'est aussi important de s'engager justement pour permettre d'inverser la tendance si autant qu'on le peut. Et donc, comme il y avait d'autres questions, alors j'imagine qu'il y en avait pas mal qui c'est sur le climat, mais s'il y en a d'autres sur les élections consulaires, il y a un autre temps de débat qui est prévu mardi prochain à 19h. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, les infos, ça sera sur notre page Facebook ou sur Twitter, comme d'habitude, ou sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas. Et pour les personnes qui sont françaises, français de l'étranger, donc aujourd'hui, il y a eu l'ouverture du vote électronique et donc, il y a eu une communication qui a été faite par le ministère, mais qui porte un peu à confusion. Donc, je voulais juste rappeler qu'en fait, donc vous avez reçu vos identifiants par email et par SMS. Alors, il y a eu un SMS extrêmement bizarre qu'on a reçu il y a quelques jours. Donc, ce n'est pas un spam, c'est le ministère qui vous a envoyé un SMS. Donc, ne l'effacez pas, surtout parce que ça vous aidera justement à voter à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain. Donc, vous pouvez trouver toutes les infos sur notre Facebook ou sur Twitter, sur notre site internet aussi. N'hésitez pas à regarder et surtout n'effacez pas le SMS, surtout. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci encore Jean-Philippe et Gaël pour votre présence et pour toutes les personnes qui ont la possibilité de voter. Surtout, allez voter. Voilà. Bonne soirée, bon week-end à tout le monde. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci.